Ça dépend donc de ce qu'on appelle la crise de 2008. Si on pense la crise de 2008 comme une crise conjoncturelle, qui est liée au risque d'insolvabilité et de défaillance d'un certain nombre d'acteurs précis dans le système, qui est liée à partir de là au risque de collapsus du marché interbancaire, qui est lié au risque de collapsus du commerce international induit par la quasi-disparition des tiers de confiance à un moment. Alors, effectivement, cette crise-là est terminée. C'est-à-dire que le risque de collapsus brutal qui est apparu en 2008 n'a pas été avéré. Il n'y a pas eu de collapsus. C'est une question qu'on s'est posée, on a été nombreux à se la poser, je me souviens en 2008-2009, crise ou collapsus? La réponse était crise. Le collapsus n'a pas eu lieu. Donc, la dimension conjoncturelle de la crise, le risque de collapsus instantané, ça effectivement c'est terminé, on en est sorti. Les dirigeants ont réussi à restabiliser à peu près le système. Bon. Mais le problème c'est que la crise de 2008, ça n'est pas en réalité que cette crise conjoncturelle. C'est simplement une manifestation parmi d'autres d'une crise structurelle qui est beaucoup plus longue, qui est beaucoup plus profonde, qui vient tout simplement du fait que nous sommes dans un système dont l'essence en quelque sorte est d'être ce qu'on nous présente comme entre guillemets la crise depuis en gros le début des années 70. Bon. De cette crise-là, de cette crise structurelle, qui est en fait le problème du capitalisme contemporain, on n'est absolument pas sorti. Et en fait, la situation actuelle est pire que celle qui était en 2008. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la crise structurelle sur le fond? En fait, nous sommes aujourd'hui dans... Je vais faire très très court, je vais simplifier à l'extrême. Bon, nous sommes aujourd'hui dans des sociétés qui ont besoin de croissance économique pour se maintenir. Elles ne peuvent pas se maintenir sans croissance économique. Bon. Il y a plusieurs raisons, je ne vais pas anticiper parce que je sais que l'entretien va être un petit peu long, donc on y reviendra ensuite probablement, mais la raison principale, sur le plan technique si vous voulez, c'est que tout simplement, nous fonctionnons à travers la monnaie de crédit, et que la monnaie de crédit ne peut être gagée que par la croissance. Bon. Tout simplement aujourd'hui, nous arrivons dans une situation où il n'est plus possible de maintenir les trends de croissance nécessaires pour rémunérer le capital accumulé. Ça n'est plus possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour continuer à le rémunérer optiquement, on fabrique du capital fictif en plus. C'est-à-dire que l'excès de capital fait boule de neige. Comme il y a trop de capital, on va fabriquer encore plus de capital. Et de ce fait, le hiatus qui existe entre ce qu'on pourrait appeler l'économie réelle et l'économie fictive, ou l'économie artificielle, ou l'économie, j'ai presque envie de dire, imaginaire, eh bien, ce hiatus ne cesse d'augmenter. Ce qu'on nous présente comme des bulles, en fait, c'est ça, ni plus ni moins. Donc aujourd'hui, la situation est pire qu'en 2008 parce que la façon dont ces bulles se traduisent de manière concrète, c'est la dette. C'est le niveau de la dette dans nos sociétés. En 2008, la dette, dans les pays occidentaux, avoisinait... Alors si on prend la dette des acteurs non financiers, la moyenne des pays occidentaux, peut-être 250% du PIB. Bon. Aujourd'hui, on est certainement au-dessus. Alors on est certainement au-dessus parce qu'il y a eu plusieurs phénomènes qui se sont cumulés. D'abord, en Occident, la dette privée a été en partie nationalisée. C'est-à-dire que, comme le système privé était au bord de l'apoplexie à cause de son endettement, on a transféré une partie de l'endettement vers les comptes publics. Donc maintenant, les dettes publiques sont plus élevées en Occident. Alors ça dépend, là encore, c'est toujours pareil, ça dépend de la façon de compter. Aux États-Unis en particulier, il y a de très gros problèmes parce qu'il existe une dette américaine, si vous voulez, dont on a du mal à comprendre conceptuellement à quoi elle correspond, qui est une dette interadministration, enfin je vous passe les détails. Bon, mais enfin en moyenne, on doit être, en réalité, si on prend les vrais endettements, on doit être certainement un peu au-dessus de 100% des PIB au niveau de l'endettement public en moyenne en Occident. Au niveau de l'endettement privé, il y a eu une phase de désendettement des ménages en Grande-Bretagne et aux États-Unis,
Maintenant, elle est terminée, l'endettement privé, semble-t-il, recommence à augmenter. Euh, Logiquement, si la mécanique se met en place à nouveau, dans quelques années, dans 3-4 ans, on aura retrouvé des niveaux insoutenables à ce niveau-là. Bon, pour l'instant, non, ils ont réussi à se désendetter en partie à ce niveau-là. Au niveau des entreprises, l'endettement, à ma connaissance, n'a pas été réduit significativement, il a plutôt tendance à croître, même en Occident. Et puis la grande nouveauté, c'est que pour sortir le système global de son risque de collapsus en 2008-2009, la Chine a effectué une relance absolument massive. Et le commerce international a été relancé en grande partie grâce aux émergents. Ça s'est fait en grande partie à crédit. C'est-à-dire que maintenant, le problème de la dette, qui en 2008 était plutôt un problème occidental, s'est vraiment globalisé. En 2008, la Chine, vu ses taux de croissance et son niveau d'endettement, n'avait pas trop de problèmes à ce niveau-là. Aujourd'hui, elle commence à avoir des problèmes. Parce que, bon, elle a fait un trend de croissance très fort, mais elle aussi, maintenant, elle commence à plafonner. Les limites sur lesquelles bute le système, les Chinois aussi commencent à les toucher maintenant. Ils ont commencé leur 30 glorieuses, on va dire, à la fin des années 80, ils vont les finir vers 2020. Hein. C'est logique. Bon. Donc en fait, la situation est pire, et au niveau global, la masse de dette maintenant en circulation dans le système, je ne vais pas donner de chiffres parce que ça n'aurait pas de sens, si vous voulez, on n'arrive plus à calculer, honnêtement. En tout cas, moi, j'y arrive pas, il y a peut-être des gens qui y arrivent encore, mais moi, j'y arrive pas. Mais elle est encore plus importante qu'en 2008. Bon. Donc non, on n'est pas sorti de la crise de 2008. Les impacts. Alors, bon, déjà, le premier problème, c'est que cette baisse du cours du pétrole, on ne sait pas à quoi elle est due. Bon, évidemment, ce qu'on voit, c'est que la production a augmenté. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est qu'on était en 2006-2007, on a touché le pic d'extraction sur les pétroles conventionnels. Donc à ce moment-là, ils ont décidé de lever toutes les restrictions au forage en eau profonde. Bush en 2008, si ma mémoire est bonne, ou 2007, je ne sais plus, bon, dans ces eaux-là. C'est ce qui nous a valu 2 ans plus tard la catastrophe de la plateforme Deepwater Horizon. Ils ont aussi décidé de développer les schistes. Bon, ça a marché, temporairement d'ailleurs probablement, mais pour une dizaine d'années ça va différer le truc. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que devant le plafond qui avait été touché en 2006, il y a eu des investissements massifs dans des solutions de substitution au pétrole, et simultanément il y a eu une relance de la production qui a été finalement plus efficace que beaucoup d'anticipation. Il y a eu une très forte augmentation des investissements des compagnies pétrolières à la fin des années 2000. C'est ce qui explique aussi la hausse de la production actuellement. C'est-à-dire que c'est un petit peu... Et je crois que la percussion de cette course en avant vers la production à tout prix, de gens qui ont en quelque sorte n'ont pas anticipé le fait que leurs actions cumulées allaient différer le pic d'extraction, et qui ont donc investi en fonction de ce qu'ils pensaient devoir être le prix dans l'optique d'un pic d'extraction dépassé, si vous voulez, plus les investissements qui ont été faits pour développer des substitutions au pétrole, ça a fait quand même baisser l'offre et augmenter baisser la demande et augmenter l'offre. Et voilà, donc c'est ce qui explique cette baisse. À mon avis, c'est temporaire. C'est-à-dire que ça peut durer quelques années, mais si j'en juge par ce que disent les géologues, je ne suis pas géologue, non, disons que le pic d'extraction des conventionnels est franchi, et le pic d'extraction de l'ensemble, pétrole conventionnel et non conventionnel, il est probablement maintenant devant nous à quelques années, quoi. Bon. Donc, logiquement, la situation actuelle de prix du pétrole très bas n'est pas pérenne. Il faut voir que sur un marché, l'horizon qui détermine le prix, c'est dans la loi de l'offre et de la demande. Si on considère qu'elle fonctionne, ce qui est un autre débat, bon, on va considérer que ça fonctionne sur un marché où je crois en moyenne le bien est échangé 22 fois avant d'arriver au consommateur final, un truc comme ça. Bon. On va considérer que ça existe. Ce qui détermine le fonctionnement de l'offre, de la loi et de la demande, c'est la durée de stockage.
Bon, pour le pétrole, c'est à peu près 6 mois. C'est-à-dire que le prix du pétrole vous donne une indication sur ce que les gens anticipent sur l'évolution de l'offre et de la demande à 6 mois, pas plus loin. Donc c'est pas structurel. Bon. Ça c'est juste déjà pour parler du truc en lui-même. Donc, bon, quelles sont ses conséquences? Moi là-dessus, je dois dire que j'attends de voir ce qui va se passer, parce que c'est compliqué. Si vous voulez, je ne crois pas en réalité aujourd'hui que le problème, ce soit les coûts de production. À mon avis, c'est l'absence de marché solvable. C'est-à-dire que l'époque où on était dans ce qu'était la théorie classique jadis, où on disait finalement le problème c'est de maximiser les productions et de minimiser les coûts de production, parce que le problème du capitalisme c'est la production. Je crois honnêtement à ce stade, peut-être demain ça redeviendra le problème, mais je crois honnêtement pour l'instant c'est pas le problème. Je crois que le problème aujourd'hui c'est l'existence ou la non-existence de marchés solvables. C'est-à-dire que c'est très frappant quand on regarde les chiffres par exemple de productivité du travail. En fait on s'aperçoit que dans les pays là qui ont été fortement touchés par la crise de 2008, en Europe du Sud, surtout en Espagne, c'est très frappant, la productivité du travail a explosé. Alors à quoi c'est dû? Ben, je pense que c'est dû tout simplement au fait que finalement vous avez une très forte baisse de la population active et vous avez peu de baisse de la production. Beaucoup moins. C'est-à-dire que le problème c'est plus de produire, le problème c'est de trouver des marchés. Et alors en ce sens, la baisse du pétrole, bon certainement ça va, il y a des gens que ça va favoriser, il y a des aspects positifs. Mais je pense qu'il y aura aussi des aspects négatifs, c'est que finalement, si le prix du pétrole baisse, ce problème structurel de ce capital qui ne sait plus comment rentrer dans l'économie réelle, ça lui donne encore moins de territoire à investir. Parce que tout simplement, les pays producteurs de pétrole, leurs revenus vont chuter, leurs économies vont caler. Finalement, ce dont le capitalisme a besoin aujourd'hui, à mon avis, c'est plutôt d'inflation que de déflation. Donc, la baisse du pétrole, oui, ça va certainement avoir des avantages, surtout bien sûr pour nous, pour les pays importateurs de pétrole. Ça explique en partie d'ailleurs que l'Allemagne ait accepté de revoir, à mon avis, à la baisse le niveau de cible de l'euro. Parce que, si on était avec un pétrole à 200 $ le baril, je ne pense pas que les Allemands accepteraient d'avoir un euro inférieur à sa parité de pouvoir d'achat avec le dollar. Je pense qu'ils acceptent parce que le pétrole est bas aussi, et puis parce que comme ils ont compris ce qu'il en était, l'excédent commercial allemand, c'est très frappant, est en train de se réorienter de façon très rapide, et ils ont fini maintenant de pomper de la substance économique à l'Europe du Sud, et alors qu'il y a encore 2-3 ans, ils faisaient une grande partie de leur excédent avec le reste de la zone euro, maintenant ils le font hors zone euro. Donc il y a eu des choix qui ont été faits à ce niveau-là. Et moi j'ai tendance à regarder beaucoup les intérêts de l'Allemagne, pas parce que ça m'intéresserait en soi, mais parce que tout simplement c'est elle qui décide. Et oui, alors donc oui, il y a des aspects positifs certainement. Pour nous, ça va nous aider. Ça c'est une des choses qui ont dû rendre possible la baisse de l'euro, qui va donner, je pense quand même, une bouffée d'oxygène à notre économie. Mais en même temps, attention, dans ce capitalisme dont le problème c'est de trouver des débouchés et plus de produire. Alors, ce qui est sûr, c'est que forcément, à un moment, ça va craquer. C'est-à-dire que quand vous regardez les perspectives de la croissance mondiale, la masse de dette qu'il y a dans le système, vous voyez très bien que à un moment ou à un autre, il faudra revoir radicalement la valeur de l'argent. Parce que qu'est-ce que c'est en fait ce qu'on appelle un crack? C'est une révision de la valeur de l'argent. Bon. Il est bien évident qu'aujourd'hui, quand vous avez un ensemble de dettes dans le système qui aboutit, je sais plus, je crois que ça a été chiffré, entre 2 et 3 ans le PIB mondial, je crois, ou quelque chose comme ça. Facile, hein, à l'échelle globale. Hein.
Bah oui, forcément, ça va craquer, quoi. Enfin, là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un truc extraordinaire, mais qui en dit long quand même sur le côté complètement absurde du système. Le Mexique, enfin, c'est quand même pas un État qui est réputé. J'aime bien les Mexicains, hein, c'est sûrement des mecs super sympas, mais on peut pas dire que leur État soit réputé pour sa stabilité, sa fiabilité. C'est bon. Le Mexique a émis des emprunts à 100 ans. Et apparemment, j'ai bien compris, ils ont trouvé preneur. Alors, en fait, enfin, je veux dire, les mecs qui ont acheté ça, ils peuvent pas décemment espérer être remboursés par le Mexique dans 100 ans. Donc, à mon avis, ce que ça veut dire, c'est qu'ils les ont achetés en se disant on va les foutre dans des paquets, on va titriser ça, on va remettre ça dans des special purpose vehicles. Ça y est, ils ont recommencé, comme avant 2008, dans la joie et la bonne humeur. Et hop, on va refourguer ça à l'ensemble du marché, et au passage, on aura prélevé notre com. Donc ça voudrait peut-être dire que ce qui s'est passé en 2008 sur la dette privée à travers les subprimes, la prochaine fois, effectivement, c'est sur la dette publique. Ce qui serait logique, puisque justement, on a rebalancé les dettes sur la dette publique. Ouais, bah... Oui, c'est... Donc, après, je sais pas si ça sera 2015. Vous savez, Toiti... Il y a François Langlais aussi qui a dit qu'il y aurait un crack qui se préparait, lui il n'avait pas donné de date exacte. Non, je dis ça qu'on aille vers un crack, c'est forcé. Je veux dire, les Keynes disaient les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, quoi. Donc il y a forcément un moment où ça craque. Mais je sais pas si c'est 2015. Ce qu'on peut constater simplement, c'est qu'il y a une certaine régularité dans les phases de récession depuis que l'économie néoclassique a commencé à s'imposer. Donc finalement, il y en a eu une en 73-74, il y en a eu une en 79-82, il y en a eu une en 91-93, il y en a eu une en 2000-2001, et il y en a eu une en 2008-2010, on va dire à peu près. Avec un petit double dip en 2011-2012 quand même. La prochaine devrait être vers la fin de cette décennie. Si la périodicité est respectée, la prochaine devrait être vers la fin de cette décennie. Mais moi, enfin, bon, il y a des gens, si vous voulez, qui ont le niveau apparemment pour continuer à comprendre quelque chose au fonctionnement de ces marchés. Pas moi, je suis désolé. Honnêtement, tout ce que je sais, c'est que ça va finir par craquer. Mais je ne m'aventurerai pas à faire des modélisations. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a quelqu'un quelque part qui peut vraiment faire une modélisation. Ça serait intéressant de savoir pourquoi Toiti et l'anglais disent ça. Bon, que l'anglais dise qu'il va y avoir un crack, ça c'est... il a raison, oui, il y en aura un. Mais Toiti, pourquoi il dit ça en deuxième semestre 2015 ? Je veux dire, s'il le dit, il a eu raison. Il ne s'est pas levé le matin en disant ah, illumination. Donc il a dû faire une modélisation, un calcul, ou alors il a eu des informations. Bon. Mais moi, en tout cas, je ne sais pas. Là-dessus, j'ai toujours le même discours. Depuis le début, j'ai le même discours. Aujourd'hui, le placement le plus risqué, c'est sûr, c'est l'argent en lui-même, le monétaire. Pas l'argent métal, mais l'argent... les placements obligataires sont certainement les plus risqués. Certainement. Et en fait, moi, j'en ai pas. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais moi, j'en ai pas. Parce que tôt ou tard, ça va craquer. Et ce jour-là, effectivement... Là-dessus, j'ai une formule que j'aime bien, parce que je trouve drôle. En fait, quand vous êtes en faillite, les huissiers viennent chez vous, ils saisissent vos biens. Bon. Quand la banque est en faillite, les huissiers viennent chez vous et ils saisissent vos biens. C'est pareil à la fin. Donc, voilà, donc moi, j'ai pas de placement obligataire. Les actions, en fait, on peut en avoir, mais c'est quand même risqué. C'est risqué parce qu'elles sont surévaluées aujourd'hui dans des proportions considérables, c'est évident. Cela dit, il y en a quand même un certain nombre, derrière il y a quelque chose, quoi. Je veux dire, il y a des actifs. Bon. Moi j'en ai pas non plus, mais je pourrais. J'en ai pas parce que comment dire... Bon là actuellement, certainement j'en achèterai pas, mais peut-être que demain, s'il y a un crack et que le CAC 40 perd 50% en 2 mois, ça serait peut-être à ce moment-là intéressant de se dire je vais peut-être y retourner. Moi j'y retournerai pas parce que tout simplement j'ai pas envie de m'y intéresser. Il me fatigue.
Après, il reste quoi? L'immobilier. Alors, l'immobilier de placement, je suis dubitatif, parce que à l'heure actuelle en France, il est trop cher, quoi. Il est trop cher. Ça explique d'ailleurs une partie de nos problèmes. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles la France aujourd'hui a un chômage élevé, c'est tout simplement que les salaires continuent à y augmenter. Or, quand vous êtes dans une économie qui est verrouillée par le fonctionnement de l'euro, si vous voulez, tout ce que vous allez donner en augmentation salariale, il faudra le payer par le chômage. C'est comme ça que ça marche, en gros. Mais si on est obligé d'augmenter les salaires, c'est entre autres à cause de la bulle immobilière. C'est-à-dire que tout simplement, les salariés français ont besoin qu'on augmente leur salaire parce que tout simplement, les loyers sont trop élevés. C'est aussi bête que ça. Ça ne pourra pas durer éternellement. Donc le placement en immobilier patrimonial en France, en tout cas, moi, j'y crois pas trop. Bon, on peut, hein, je sais pas, mais moi, j'ai pas fait ça. Alors, il reste quoi donc? Bon, obligation, non, action, non, j'en ai marre. Moi, j'ai pas envie de compromettre ma santé mentale à essayer de comprendre. Immobilier patrimonial, j'y crois pas trop en France. Il reste quoi? Il reste effectivement les métaux précieux. Ou alors acheter de la valeur d'usage. Bon. Moi, j'ai acheté de la valeur d'usage. C'est-à-dire que, de toute façon, j'ai pas les sommes mirifiques. Hein. Bon, j'ai pas les moyens. De toute façon, c'est sûr que si j'avais 20 millions d'euros à placer, j'aurais des vrais problèmes. Mais c'est pas le cas, c'est un problème que j'ai pas. J'ai juste eu de quoi me mettre avec un groupe de copains très soudés pour acheter une BAD qui est une ferme complète où on a de quoi se loger très bien, manger très bien, dans un environnement qu'on est capable de sécuriser, et on investit là-dedans. Prochaine étape, l'énergie, panneaux solaires, éoliennes, cogénération, on va voir, on ne sait pas encore. Voilà. C'est ça le projet. En ce qui me concerne, c'est ce que je fais. Bon. Les métaux précieux, bon, ouais, on peut en avoir un peu. Alors maintenant, je vais répondre à votre question. Mon opinion là-dessus, c'est que d'abord, il faut toujours les acheter quand ils viennent de baisser. Parce que quand vous regardez leur cours, ça fluctue énormément. Hein, donc il faut toujours les acheter plutôt quand ils viennent de baisser. Et je pense qu'il faut en avoir la quantité qu'on peut se permettre en sachant qu'on ne peut pas décider quand on va le revendre. Parce que justement, comme c'est des cours qui sont très fluctuants, il ne faut pas que ça soit des trucs sur lesquels on soit amené à taper de façon... comment dire... en urgence. Si vous avez besoin d'un matelas d'urgence, prenez un petit matelas monétaire, mais petit, et mettez-le a priori, alors je ne vais pas faire de pub, parce que voilà, mais mettez-le dans une banque ou une institution financière a priori moins fragile. J'en dirai pas plus parce que je ne vais pas faire de pub. Enfin bon, renseignez-vous. Voilà. Et puis sinon, si vous avez du placement dans les métaux précieux, ok. De toute façon, ça vaudra quelque chose. On ne peut pas savoir combien. Mais si vous êtes libre du moment où vous le revendez, donc si vous pouvez choisir, si vous pouvez l'acheter quand il est dans un bas de courbe et le revendre quand il est dans un haut de courbe, à long terme, vous serez gagnant. Voilà. Or ou argent, plutôt argent à mon avis. Platine. Le platine n'est apparemment pas très cher en ce moment. Je n'ai pas étudié le truc en détail, mais d'après ce que j'ai vu, c'est pas très cher. Argent, c'est bien. Argent, il y a des utilisations industrielles. Or, moins. Et l'argent est promis à l'extinction, à l'extraction primaire à brève échéance. Donc, argent, pas mal. Où le mettre? Alors, vous avez deux solutions. Première solution, la banque. Un coffre à la banque. Moi, si j'en avais, c'est ce que je ferais. Mais vous n'êtes pas obligé, parce que vous pouvez aussi avoir peur qu'on vous le prenne à la banque. Alors là, ça suppose de gérer d'autres risques. C'est un chacun le voir. Je pense que c'est une décision. C'est-à-dire que bon, les problèmes d'échéance de la Grèce, c'est de l'ordre de quelques milliards d'euros.
Donc pour des gens qui font des quantitative easing en dizaines de milliards d'euros tous les mois dans la joie et la bonne humeur, bon, s'ils décident que bon, les Grecs là, t'as du mal à respirer, allez, on va te sortir un peu la tête de l'eau. Ah, t'as respiré, allez, boum. Ils peuvent aussi décider que ouais non bon c'est le bon moment pour faire exploser la zone euro parce que de toute façon on sait qu'elle peut pas dans sa structure actuelle elle n'est pas pérenne. Donc forcément il va se passer quelque chose. Alors, ce que je sais pas c'est quand, mais il va se passer un truc. Ils peuvent pas garder ce truc-là éternellement. Même si ils utilisent un peu les dysfonctionnements pour les recycler, bon, même si historiquement il y a des unions monétaires qui ont foiré et qui ont duré très longtemps. Vous savez que il y a un précédent, une union monétaire qui est plantée par la Grèce. Vous le savez pas? Ah, c'est marrant, les gens savent pas ça. Eh bien, en 1867, je crois, dans ces eaux-là, donc il y a eu un truc qui a été formé qui s'appelait l'Union latine, et la Grèce est rentrée dedans. Donc c'était une union monétaire qui associait la France et un certain nombre de pays, dont la Grèce. Et l'Union latine a été plantée à partir de 1892 parce qu'un des pays de cette union a eu d'énormes problèmes, a dû être mis sous tutelle, etc. Et vous savez qui c'était, hein? Eh ben, c'était les Grecs. L'histoire monétaire de la Grèce, c'est un truc extraordinaire. En fait, c'est les Grecs qui sont sympas, ils ont un pays magnifique, mais ils ont un petit défaut. Ils sont pas au courant que quand on fait des dettes, il faut les rembourser. Bon. C'est un truc, ils n'arrivent pas à le mémoriser. Donc, de temps en temps, ils plantent des unions monétaires comme ça. Ça les détend. Donc, le problème, c'est quand même l'union monétaire plantée en 1892 par la Grèce, l'union latine, elle a perduré jusqu'en 1914. De façon à peu près solide. En fait, bon, ils l'ont maintenue jusqu'en 1927 optiquement, mais en réalité, elle n'a vraiment perduré que jusqu'en 1914. Donc, ça a quand même duré 20 ans, quoi, la plaisanterie. Plus de 20 ans. Bon là, je pense pas que ça durera 20 ans, franchement. Mais ça peut encore durer un certain temps. En fait, je pense que ça dépend de la décision qu'ils prendront. C'est-à-dire, la question, c'est est-ce qu'ils vont décider ou pas de faire sauter la zone euro en prenant prétexte des problèmes de la Grèce. Ouais. Une chance sur deux. De toute façon, ils finiront par la faire sauter. Alors, je ne sais pas comment, hein, ça ne veut pas forcément dire qu'on reviendra aux monnaies nationales. Mais la structure actuelle n'est pas pérenne. Ils ne peuvent pas la maintenir éternellement. Soit ils vont vers un État européen unifié, ce qui me paraît très 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 improbable, parce qu'un État européen unifié avec la Finlande et la Grèce dedans, bon courage. Soit, ce qui est plus probable, à un certain moment, ils font autre chose. Alors, un euro nord, un euro sud, un euro monnaie commune non unique. Là, pour l'instant, on est dans une situation qui a objectivement une très forte dimension comique. Moi, la situation actuelle de la zone euro, je trouve que c'est un sketch des Monty Python, si vous voulez. Il y a un côté absurde d'humour anglais qui est assez fort. D'ailleurs, je soupçonne les Britanniques de bien s'amuser avec ça. Bon, alors après, je ferai pareil. Hein. Tout le monde sait que ça ne marche pas. Ça se voit. Les taux de croissance des moyens de la zone euro depuis qu'elle existe sont sensiblement plus faibles que les taux de croissance des pays européens d'Europe occidentale hors zone euro. C'est-à-dire que même la Grande-Bretagne, qui n'est franchement pas un tigre, hein, mais vraiment pas, hein, on ne peut pas dire que la Grande-Bretagne aille bien, hein. Même la Grande-Bretagne a une performance qui est supérieure à la performance moyenne de la zone euro. Bon. Ok. Donc, tout le monde sait que ça ne marche pas, tout le monde sait qu'il y a un problème, tout le monde sait qu'il faudra finir par la faire sauter, mais vous avez des mecs qui sont, mais alors, dans une espèce de dogme, Là, je lisais récemment les élucubrations de... Je crois que c'est Perlevade, il s'appelle. Enfin, oui, je crois qu'il s'appelle Monsieur Perlevade. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est lui. Enfin, d'un des grands pontes économistes du système, là, qui s'est exprimé dans la grande presse. Je lisais ça. Alors, l'euro est là, ad vitam aeternam.
mais on est carrément dans le domaine de la croyance religieuse, objectivement. Et donc là, je sais pas, c'est le heurt entre le réel. Vous savez, le réel, c'est quand on se cogne. Hein. Bon, ben là, boum, on se cogne. Et puis, cette croyance religieuse. Alors, combien de temps les croyants vont-ils arriver à continuer à se faire mal et à nous faire mal en même temps pour ne pas constater que ça marche pas? Moi, je sais pas. Là, franchement, je pense que les problèmes se déplacent vers la psychologie, voire la psychiatrie, quoi. C'est mon opinion.